Alors qu'est-ce qui va se jouer au tout premier jour de ce nouveau mandat présidentiel? On va poser la question à Jean-Louis Martin, économiste et spécialiste de l'Amérique latine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation Bonjour. de France 24. D'abord pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le choix de Cali pour la cérémonie d'investiture, c'est pas un choix innocent? Non, je pense qu'il peut y avoir deux explications. Abelardo de la Espriella est un provincial de la côte et qui est une région qui a donné assez peu de présidents à la Colombie. Donc il y a une sorte de revendication presque identitaire dans le fait d'avoir choisi d'organiser cette investiture en province. Après, il y a peut-être aussi un côté provocation, c'est que Cali est une ville plutôt, enfin qui lors des dernières élections a voté plutôt pour son opposant. Donc c'est aussi peut-être une sorte de marquage du territoire. Jean-Louis Martin, les autorités colombiennes ont annoncé hier avoir trouvé un bus chargé d'explosifs. Il aurait été préparé pour viser justement le président élu. Est-ce que ça augure d'un début de mandat plutôt tendu du point de vue sécuritaire? Probablement, parce que il est clair que les forces euh, d'opposants armés dans les campagnes ne vont pas rester sans réagir. C'est-à-dire parce qu'il les a directement menacés et il a menacé très concrètement d'employer la manière forte contre eux. Euh, ils vont réagir. Et la priorité pour eux, c'est de maintenir un contrôle territorial. Parce qu'ils ont besoin de ça pour la production de coca, pour la transformation en cocaïne, et puis à leurs heures perdues pour faire un peu d'extorsion sur la population locale, les commerçants, etc. Donc oui, il va s'opposer à eux et ils vont probablement réagir et certainement en partie par des attentats ou des tentatives d'attentats comme ça. Alors, on le voit hein, sur les images qui accompagnent vos propos. Abelardo de la Espriella se produit toujours derrière des vitres blindées. Il est toujours accompagné d'une garde très lourdement armée, disposant de boucliers anti-munitions. On peut dire qu'il a une cible dans le dos aujourd'hui, du coup? Bon, la politique est un métier dangereux en Colombie. Il y a quand même eu plusieurs leaders de premier plan qui se sont fait assassiner. Le dernier, ça a été Miguel Uribe l'année passée, en 2025, qui était à l'époque le principal candidat de droite pour l'élection présidentielle de cette année. Donc oui, il a, mais un peu comme tout le monde, tout politique colombien, une cible dans le dos. Oui. Abelardo de la Espriella qui a reçu le soutien de Donald Trump. Il compte s'aligner avec l'administration américaine dans la guerre contre la drogue. Quel est le risque pour les Colombiens cette fois, pas pour lui, de voir une guerre ouverte déclenchée avec les narcotrafiquants? Ben, il est assez probable que la violence va augmenter dans un premier temps, parce que comme je vous disais, ces groupes armés qui sont des purs narcos maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus il n'y a plus rien de politique dans cette opposition. Il était encore possible de négocier un accord politique vers 2015-2016, et c'est ce qu'avait fait Santos à l'époque, ce qui a conduit à l'accord de la Havane avec la guérilla des FARC, même si les FARC avaient eux aussi pas mal dérivé dans la production de stupéfiants, il y avait encore moyen de parler politique avec eux. C'est plus le cas du tout. Là, on a affaire à de simples gangs armés qui ont un contrôle territorial dans certaines régions. Et il est probable que De la Espriella va concentrer ses forces dans ces régions pour reprendre le territoire. C'est un peu contradictoire avec ce qu'il dit par ailleurs, parce que si les groupes armés sont forts dans certaines régions, c'est précisément parce que l'État y est peu. Et il explique à la fois vouloir reconquérir ces territoires, mais réduire la taille de l'État de 40%. Or, l'État colombien n'est pas un État omniprésent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y a
C'est un grand pays avec une géographie compliquée, mais il y a des tas de régions du pays où l'État brille plutôt par son absence. Et donc, sa volonté de réduire massivement, puisque là, son modèle, c'est Milei en Argentine, de réduire massivement les dépenses publiques, c'est un peu contradictoire avec son idée de reprise de contrôle du territoire. Alors justement, le président élu a donné un mois aux rebelles des FARC pour déposer les armes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il a assez peu de chances de remporter le bras de fer qu'il a lui-même initié? D'ici un mois, certainement pas. Ces gens ne vont pas céder. Alors, vous avez cité les rebelles des FARC. Effectivement, les opposants, il y a deux, trois groupes principaux. Il y a des dissidents des FARC qui ont refusé l'accord de paix en 2016 ou qui l'ont accepté, qui après vont changer d'avis. Il y a un autre groupe qui s'appelle le LN, qui est de tradition, mais tradition vraiment lointaine, puisque je vous dis, il n'y a plus rien de politique dans leur action, ou ni même dans leurs revendications. Ils tiennent plus du tout des discours politiques. Alors ce groupe s'appelle le LN, Ejército de Liberación Nacional, et puis il y a un autre groupe qui s'appelle le Clan du Golfe, qui là n'a pas non plus, qui est un simple regroupement de mafieux narcos. Alors, Mais aucun des trois ne va céder comme ça sur de simples menaces. Ils vont résister, il va y avoir des attentats, et donc je pense qu'à court terme, la population colombienne va passer un mauvais moment. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il a complètement tort, parce que l'objectif, le discours de paix totale par des négociations du président sortant Gustavo Petro était aussi une illusion. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à négocier avec ces gens, parce que la seule chose qui les intéresse, je vous disais, c'est un contrôle territorial. C'est quelque chose qu'un État ne veut forcément pas accepter. Jean-Louis Martin, vous avez évoqué l'alignement du président colombien élu avec l'Argentin Javier Milei. Le programme qu'il a mis en avant prévoit 40% d'économie, 7% de croissance annuelle. Est-ce que vous croyez que c'est réaliste? Non. Ça n'est pas réaliste. Ça, c'est la réponse courte. Après, il y a besoin de faire quelque chose en matière de finances publiques. Un des problème de la Colombie, c'est pas simplement les narcos, c'est que les finances publiques ont sérieusement dérivé pendant le gouvernement Petro. Pas au début, où c'était assez bien tenu, mais les deux, voire 3 dernières années. La première année, ça allait, et après, ça a franchement dérapé. Il y a un déficit du budgétaire qui doit faire quelque chose comme autour de 7% du PIB. Il faut faire quelque chose très vite. Et là, en fait, il va gouverner avec la droite traditionnelle. Il a choisi comme vice-président quelqu'un qui a été ministre des Finances de Ivan Duque, qui était le président conservateur avant Petro. Et il a dans son gouvernement plusieurs, par exemple son ministre des Finances aussi, c'est quelqu'un qui vient de la droite traditionnelle. C'est quelque chose d'assez classique en Amérique latine, ça on le voit, on l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, où en fait il gouverne assez facilement avec des gens de la droite traditionnelle. L'exception, là, c'est peut-être Milei, qui gouverne aussi avec des gens de la droite traditionnelle, mais à qui, lui, il n'a pas délégué la gestion de l'économie à cette droite traditionnelle, parce qu'il a ses propres idées en matière d'économie. De la Espriella, comme Bolsonaro, n'en a absolument aucune. C'est pas du tout son champ de compétences, s'il en a un. Donc, il va déléguer la gestion de l'économie en grande partie, je pense, à son vice-président et à son ministre des Finances. Alors, pour continuer dans la Mais veine... pour revenir sur votre question, pardon, ça n'est pas réaliste parce qu'on a déjà un État faible. Alors, il y a certainement des économies à faire, des dérives, des abus, de la corruption à supprimer. Je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup mieux que les précédents sur ces plans-là. Et pourtant, il annonce une réduction des services sociaux, une baisse des programmes publics. Est-ce qu'il faut en conclure que le quotidien des Colombiens va sensiblement changer à l'avenir ? Il y a des gains d'efficacité à faire, par exemple dans le secteur de la santé. Il y a d'autres choses qui demanderaient plutôt plus d'investissement et plus de monde, comme par exemple dans la justice et la police. On voit pas très bien où il va trouver des économies massives.
En tout cas, 40% de dépenses publiques du gouvernement central en moins, c'est une illusion totale, à moins que ça soit une entourloupe, parce qu'à côté de ça, il explique aussi qu'il veut déléguer un certain nombre de fonctions au département colombien, puisque c'est organisé en département, Colombie aussi. Mais je ne sais pas d'où ces départements vont sortir des ressources. Alors, ils parlent de croissance accélérée, de ressources nouvelles, par là, une relance de l'exploitation de ressources naturelles, du pétrole en particulier. Ça ne va pas aller très loin, tout simplement pour une raison physique, c'est que la Colombie n'a que peu de ressources minérales. Elle est assez bien dotée en charbon, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué de le vendre, même si c'est du charbon de très bonne qualité, le charbon colombien. Mais le pétrole, il ne va pas faire de miracle. Merci Jean-Louis Martin, merci d'avoir répondu aux questions de France 24. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste de l'Amérique latine à l'IFRI.